toujours le même plaisir de vous recevoir dans cette émission, sur ce plateau La Chaise Rouge. Aujourd'hui, j'ai l'insigne plaisir vraiment de recevoir un monsieur, un encadreur. Ils ne viennent pas souvent. Il s'agit de monsieur Wole Béni. Pendant 30 minutes, je me soumettrai volontiers donc à ces questions et je me ferai le plaisir aussi de répondre sans tabou. Et comme vous connaissez le principe de l'émission, les questions ne sont pas préparées à l'avance et je me ferai vraiment tout le bonheur sera pour moi de répondre. Et si d'aventure les réponses ne vous sied pas, essayez de rebondir. Et voilà, vous êtes là. Merci d'être connecté sur votre chaîne, la chaîne utile SO2 TV. Et vous soyez les bienvenus, posez vos questions, n'hésitez pas du tout. Présentez-vous d'abord pour nos téléspectateurs et nos chères téléspectatrices. Et après la présentation, vous êtes libre de poser vos questions et je suis là pour vous. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Et je suis Wole Kudjo, professeur de SVT au CS La Référence d'Agouin de Makwe. Merci. Et ma première question, c'est de savoir ce qui l'a motivé à être médecin interne. Alors, merci, monsieur Olé. Très bonne question. Qu'est-ce qui m'a motivé à être médecin interniste, c'est-à-dire médecin spécialisé en médecine interne? Tout d'abord, je voudrais, à l'entame donc de cette émission, insister sur le fait que les questions ne sont pas préparées à l'avance. Et pour répondre donc à cette question, je vais essayer de structurer ça à 3 niveaux. D'abord, pour être médecin interniste, c'est qu'il faut faire d'abord un parcours classique pour être médecin généraliste. Et au cours donc de cette formation, on côtoie, on pratique, on va pratiquement dans tous les grands services qu'il y a donc au niveau de l'hôpital. Et à partir de ces échanges, de la proximité avec les professeurs, les enseignants, encadreurs, et on se rend compte que on est un peu attiré par une spécialité ou bien un domaine précis. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que en médecine, il y a plusieurs spécialités, plus de 20, 30 spécialités. Et lorsque nous étions là, il n'y avait pas toutes les spécialités sur place à Lomé, au Togo, mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup de spécialités. Et donc, lorsque nous faisons donc la formation première année jusqu'à la soutenance, la 7e, 8e année, donc on devient médecin généraliste. Après, on réfléchit, on se dit, voilà, ayant côtoyé ce monde médical, on a envie donc de se spécialiser, donc d'être focus dans un domaine. Et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque j'ai fait la médecine interne, ça prend 5 ans, donc doctorat, plus 5 ans encore pour être médecin interniste. Et donc la motivation réelle, c'est que moi, j'aime ce qui est grand et la médecine interne est très vaste. La médecine interne est très vaste. C'est un peu la régulation parce que tous les organes sont liés. Aucun organe ne travaille de façon isolée. C'est-à-dire, il n'y a pas le cœur qui est isolé au poumon ou bien il y a tout un système et c'est la spécialité en médecine qui essaie de revoir la régulation dans sa globalité, le fonctionnement de tous ces organes, comment ils interagissent. Parce que lorsqu'il y a un qui tombe malade, il y a forcément une répercussion sur un autre organe et donc c'est un peu ce que moi j'ai envie de faire parce que de par ma nature même, j'aime ce qui est touffu, j'aime ce qui est compliqué, j'aime ce qui est grand, c'est comme ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire fondamentalement parce que ça c'est ce que j'aime. Lorsque c'est trop simple, ça me fatigue un peu. Lorsque c'est trop simple, c'est pas facile pour moi. J'aime aller voir plus loin, donc j'ai vu que la médecine interne était quand même complexe, quoi, parce que il faut revoir pratiquement tous les organes, hein, le foie, le cœur, tout ça. Et puis, pour moi, je me sens quand même à l'aise, même si avec le temps, la pratique quotidienne n'est pas vraiment régulière, parce que je consulte rendez-vous 3 fois par semaine, mais j'avoue que c'est une spécialité très passionnante, très, très intéressante, parce que, comme on le dit souvent, c'est la spécialité des diagnostics difficiles, quoi. Les diagnostics difficiles, tout ce qui est compliqué, se trouve l'essence dans la médecine interne. C'est la mère de la médecine en réalité. Voilà, un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le docteur.
Et ma seconde question est de savoir comment est née l'idée de créer M-Afrique et SO Docteur TV. Alors, M-Afrique, comment est née l'idée de créer M-Afrique et SODT TV? C'est vrai que M-Afrique est née il y a de cela 20 ans dépassés. C'est en janvier 2005 que nous avons démarré officiellement, comme on le dit, par une assemblée générale, mais les tests, le travail a commencé en 2004. Donc, je peux dire que la vision même était déjà calée, définie en 2004. Et nous avons donc, avec mes collègues, on était 3 au départ, à réfléchir, à agencer les choses pour avoir une cohérence dans ce que nous avions eu dans le temps envie de faire. Et donc, en janvier 2005, nous l'avons écrit. Et tout ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui s'inscrit de façon logique dans ce qui est consigné dès le départ. Donc, M-Afrique, il faut retenir fondamentalement 3 grands volets. Il y a le volet santé, la santé classique qui est définie par l'OMS comme étant un état complet de bien-être physique, mental, social et non une absence de maladie ou d'infirmité. Parce qu'il faut sensibiliser, il faut agir en amont avant que la maladie ne s'installe. Et maintenant, si elle s'installe, il faut aller agir, il faut aller travailler, soigner les patients. À côté, nous avons pensé aussi à l'éducation. Pour nous, on ne peut pas changer véritablement les choses sur le côté éducation. Si on ne rentre pas dans le milieu éducatif pour apporter une touche particulière. Et vous allez voir que c'est cette dimension qui accouche directement les clubs santé. Et pendant longtemps, certains médecins qui sont dans M-Afrique justement veulent comprendre dans les détails. Mais lorsque vous mentionnez le volet éducation, vous n'êtes pas trop clair. Qu'est-ce que concrètement vous voulez faire? Et on a toujours souri, dit, le moment viendra, vous serez situé sur les grandes activités en lien avec l'éducation. Il fallait une porte d'entrée qui est la santé et après c'est l'éducation. Mais ces 2 volets s'asseyent ou bien prennent la fondation sur un 3e qui n'est pas des moindres, c'est la mobilisation des ressources et la communication. C'est-à-dire, vous allez voir, la communication au niveau de M-Afrique est tellement structurée que, pour certains, on en fait beaucoup, mais je peux vous dire devant cette caméra, dans cette émission, que c'est à peine 10% de ce que M-Afrique fait qui est médiatisé. Parce que c'est une stratégie de communication qu'on a justement. On ne dit pas tout. On ne montre pas tout. Parce que quelquefois, lorsqu'on communique mal, la communication peut tuer la communication. Donc, c'est un volet très important. Et comme je disais, c'est couplé avec la mobilisation des ressources. Et ici, cette mobilisation aussi a 3 piliers. C'est la mobilisation des ressources humaines. Vous pouvez faire des actions concrètes si vous n'avez pas de la qualité en termes de ressources humaines. Il y a la mobilisation des ressources matérielles. Il faut agir, c'est du concret. M-Afrique, c'est du concret. Au-delà de tout ce qu'on peut lire, écrire, dire, c'est que lorsque vous venez sur le terrain, il y a quelque chose de vrai, de précis qui est fait. Et la 3e ressource, c'est la ressource financière. On peut pas mener des grandes actions si on n'a pas de les finances à côté. Donc, pour nous, nous avons déjà dès le départ cette structuration et c'est ça qui nous a poussé à aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, les clubs santé, comme je dis, c'est l'appendice même de M-Afrique. C'est M-Afrique qui a accouché et SOS Docteur TV. Et aujourd'hui, le petit-fils, si vous me permettez cette expression, le petit-fils de M-Afrique soit le club santé dans les collèges et lycées du Togo. Merci beaucoup pour les réponses. Et je m'en vais également comprendre comment vous voyez dans les années à venir les clubs santé sur le plan national et international. Alors pour nous, les clubs santé sur le plan national, aujourd'hui, ça nous a pris pratiquement, je peux dire, de la création depuis 2005. On a commencé la télé en 2020, en août 2020, donc 15 ans pour évoluer sur le volet santé, avoir un bon ancrage territorial avec un impact clair. 2020, 2025, on a travaillé vraiment sur le volet SOS Docteur TV, cette télé panafricaine que nous avons lancée, et bien entendu avec le soutien de personnes ressources, des techniciens qui ont compris qu'il y avait un vide dans le paysage médiatique africain et togolais en particulier, où cette chaîne se positionne vraiment aujourd'hui comme
une entité à part entière solide qui donne l'information médicale, l'information sanitaire et qui disponibilise donc un contenu fiable pour la population. Maintenant, on se dit, ben, on peut avoir encore un plus grand impact si on ne déroulait pas ce deuxième volet qui est l'apport, la contribution de M-Afrique dans le système éducatif togolais, voire africain. Donc, c'est là que nous avons déroulé donc ce schéma des clubs santé qui, aujourd'hui, est du moins acté au niveau public, privé comme confectionneur, comme étant un club qui est promu, soutenu par le gouvernement togolais par le biais donc du ministère de l'Éducation nationale. Dans cette entité, pour nous, lorsque nous nous projetons dans 5 ans, dans les années à venir, nous nous disons que la structure qui soutient les clubs santé nous donne à suffisance confiance que elle va tenir dans le temps. Et cette organisation va tenir dans le temps parce que on a un comité multisectoriel interministériel. Il y a 5 ministères clés qui interagissent directement dans la mise en œuvre opérationnelle donc des clubs. Je vais citer ici volontiers le ministère de la Santé, le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère donc de l'Éducation nationale qui est rattaché aujourd'hui au ministère de l'Enseignement technique et professionnel. Donc pour nous, c'est des entités au haut niveau du pays, du gouvernement qui accompagne donc cette initiative citoyenne pour que justement nous puissions ensemble redynamiser la vie parascolaire. Donc dans 5, 10, 15 ans, c'est que nous sommes convaincus que la jeunesse togolaise, les jeunes vont comprendre que l'avenir c'est sur eux. Nous devons profiter de cette dividende démographique. Plus de 60% de la jeunesse africaine a moins de 25 ans. C'est énorme, c'est du potentiel. Et donc, pour nous, c'est de nous appuyer sur cette jeunesse pour avancer. Pour conclure, c'est que je vois M-Afrique, ce Dr TV et les clubs santé dans un avenir proche, encore plus grandiose, radieux que maintenant, parce que la jeunesse va apporter de l'innovation. Nous leur ouvrons volontairement, de façon sincère, les portes de ces entités pour que non seulement ils se sentent concernés, mais aussi s'approprient complètement la structuration donc de ces organisations. Voilà. Merci beaucoup, je suis satisfait. Et nous voyons que cette année, ça a pris sur le plan national. Oui. Mais il y a certains collègues professeurs qui sont toujours un peu réticents. Oui. J'aimerais comprendre comment aider ces professeurs à s'intéresser aux Pourquoi ils sont réticents? Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Selon vous, ils n'ont pas compris? Ou bien parce qu'il n'y a pas à gagner de l'argent directement dedans? Peut-être à court terme, ils ne voient pas encore la vision. Ouais, c'est vrai que pour moi, nous avons quand même un petit recul parce que lors la première opération, la première tournée nationale de sensibilisation sur la présentation du dispositif de création donc de ces clubs, on s'est rendu compte effectivement que il y avait des problèmes dans le secteur de l'éducatif. C'est vrai que nous appréhendons cela, mais on était encore plus rentré en profondeur parce qu'on était maintenant rentré en contact avec les premiers acteurs clés, les directeurs régionaux de santé, les chefs d'inspection, les proviseurs, et on s'est rendu compte que le problème était encore plus grand parce que lorsqu'il n'y a pas de redynamisation de la vie parascolaire, c'est parce que justement, ces enseignants qui étaient censés encadrer, donner de leur temps, veiller à ce que les enfants puissent être soutenus dans les activités parascolaires pour consolider leur formation, ils ont démissionné, ils ne sont plus intéressés. Chacun va faire ses répétitions pour gagner un peu d'argent et puis finalement, les élèves sont délaissés. Ils viennent prendre les cours et Dieu seul sait si tous prennent, écrivent, recopient et vraiment les cours qu'on leur dispense. Et pour nous, c'est des réalités, mais c'est graduellement. Vous allez voir que dans notre approche, nous n'agressons personne. Nous ne moralisons personne dans cette aventure. Nous posons des actes, nous allons avec des volontaires et c'est ici l'occasion d'ailleurs de vous féliciter. Très sincèrement parce que vous êtes un enseignant volontaire dans votre établissement privé. Vous avez décidé à l'entame de l'information que vous allez vous organiser
pour encadrer les élèves sans attendre quelque chose en retour. D'aucuns pensent que vous avez été coopté par le proviseur ou bien le chef d'inspection et que vous gagnez quelque chose, mais c'est faux. C'est que vous êtes consciencieux et nous voulons justement profiter de cette émission, lancer un appel à tous les enseignants, tous ceux qui me suivent, de se réveiller parce que le chemin que nous empruntons aujourd'hui par rapport à la pression des réseaux sociaux sur nos enfants est très grave. Aujourd'hui, si vous démissionnez ou bien si vous vous sentez lassé, mais c'est l'avenir de notre jeunesse qui est compromettant, parce que sans cette jeunesse dynamique, éveillée, mais vous ne pouvez pas espérer une Afrique ou bien un Togo prospère. Et donc, pour moi, c'est une fuite en avant, mais nous restons confiants qu'ils vont suivre l'élan que nous avons amorcé et remercier aussi les premières autorités en charge de l'éducation qui nous facilitent tout. Je peux dire pratiquement tout. Parce que en termes d'autorisation pour sillonner, pour parcourir amont et reculer où il y a des collèges et lycées, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance que nous interagissons avec ces entités et merci. Maintenant, bon, pour moi, l'aventure a commencé. Ça, c'est une aventure très palpitante parce que lorsqu'on voit l'engouement qu'il y a autour des différentes activités menées dans les établissements, ils peuvent que suivre. Mais à vous aussi de tenir bon parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez spontanément voulu donner de votre temps. Ils vont venir parce que lorsqu'ils verront le peu d'efforts qui est fait avec les résultats probants, ils vont vous suivre. Et puis, c'est de bonne guerre pour la jeunesse togolaise. Merci beaucoup. Et c'est très, très bon. Et nous allons continuer si Dieu veut. Et j'aimerais également comprendre ou bien demander en tant que des encadreurs qui ont débuté, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour continuer? Alors, d'abord, vous parlez de quels conseils donner aux encadreurs volontaires bénévoles. J'insiste sur ces deux entités. Encadreur, ok, on sait vous encadrer les élèves, mais vous le faites dans quel esprit? Vous êtes manifesté volontairement. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous le faites en attendant quoi? Vous le faites de façon bénévole parce que pour vous, vous estimez que la vision est noble, vous estimez que la mission est de taille et que les attributs, les objectifs de ces clubs, ma foi, doivent être que soutenus. Et donc, pour moi, vous êtes des éclaireurs. Vous êtes des éclaireurs parce que vous êtes comme des lampes allumées. On ne doit pas vous mettre sous le boisseau. Vous êtes des éclaireurs. C'est vous qui devez éclairer les autres qui sont encore à la traîne. Mais ils viendront parce qu'ils ont déjà un pied dedans. Un enseignant qui ne suit pas les clubs, c'est qu'il a un pied dedans, mais il n'a pas encore les deux pieds en réalité comme enseignant. Parce qu'un vrai enseignant doit avoir à l'esprit les deux entités qui doivent conforter l'éducation de l'enfant, à savoir l'éducation classique, les cours qu'il donne, mais soutenir les activités para- et périscolaires. Nous sommes sur cette tranche d'activités para- et périscolaires qui interagissent, qui consolident, qui fortifient la croissance psychologique, physique même des élèves. Laissez les enfants jouer. Moi, je sais qu'il y a certains proviseurs même qui prient pour que leur établissement soit éliminé lors des compétitions parce qu'ils ne veulent pas payer les déplacements de l'équipe. Ils prient pour qu'on élimine les jeunes soient éliminés. Mais c'est comme on va changer cela. Et par la grâce de Dieu, on va le faire parce que c'est un mouvement national et l'engouement est là. Vous voyez, l'appétit vient en mangeant. Petit à petit, ils vont se rendre compte que mais ces enfants ont du potentiel. Lorsqu'ils vont faire des sketchs, ils vont prester, ils vont découvrir le talent de ces élèves, ils vont s'aligner. Donc, je voudrais très sincèrement lancer un appel, leur dire, c'est pour l'avenir du Togo. Vos enfants seront même les bénéficiaires de ça. En entrant dans la vision de ce club, c'est un club de leadership, au fait, en réalité. C'est un club de leadership, que ce soit personnel ou transformationnel, parce que la masse critique doit être atteinte. Et pour nous, en lançant ce mouvement sur le plan national, c'est que lorsque vous allez à Tanjouar, à Tendjal, à Neho, à
Tablibo, à Noué, à Kévé. Vous allez voir des élèves dans les collèges, dans les lycées, qui sont tout contents de participer au jeu Génie Motep, de faire des sketchs, de parler des journées mondiales de la santé. Et pour nous, c'est ce que nous voulons atteindre comme résultat. Et nous allons œuvrer là-dessus. Et à vous, pionniers, éclaireurs, félicitations et que Dieu vous bénisse. Bon vent pour la réussite donc des activités dans les clubs santé. Merci beaucoup pour les réponses. Et sur la même logique, j'aimerais demander quelles sont les méthodes que vous proposez aux encadreurs là pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, la méthode, c'est la stratégie pour nous, c'est le schéma que nous avons classiquement présenté, c'est de travailler au niveau préfectoral à travers les CABO. Les CABO, ce sont les comités des acteurs de base et opérationnels. Les acteurs de base et opérationnels, c'est vous, les enseignants. Donc, il y a des comités préfectoraux. Dans chaque préfecture, il y a un comité des enseignants encadreurs. Que ce soit à Saint-Cancé, dans les lacs, dans la COSA, à Solide, dans toutes les préfectures, il y a un comité des enseignants. Parce que le problème se situe à ce niveau. Ce sont les enseignants qui n'ont pas le temps pour encadrer les élèves. Les élèves veulent bien revenir à l'école les mercredis soirs, jouer, s'organiser dans les axes pour faire, mais si les enseignants sont absents, ça les décourage. Et peut-être que ça va être même le lieu qu'ils fassent des conneries, des bêtises. Mais si les enseignants sont là, dans un élan de les enfants, venez, nous allons faire ensemble cette activité, tout ça, ils seront tout contents. Donc, c'est de faire travailler ces comités, de faire confiance aussi à ces comités, d'être à l'écoute de ces comités. Et avec les autres entités, c'est les acteurs de la santé qui sont dans ces groupes aujourd'hui. Nous avons fait des plateformes où, dans chaque préfecture, vous allez voir tous les agents de santé impliqués dans la santé des jeunes et des adolescents dans le groupe. Vous allez voir les agents du ministère de l'Action sociale dans le groupe WhatsApp. Vous allez voir les enseignants encadreurs. Donc, le travail est ouvert. Si les infirmiers, les sages-femmes veulent aller intervenir dans un établissement, ils savent à qui sur qui s'appuyer. Les agents, les membres du bureau, du comité préfectoral est là à proximité, le message et puis le travail sera fait. Voilà un peu ce que la stratégie que nous allons mettre en place. Sans oublier les renforcements de capacité. Et également au niveau de l'axe 6, il y a la distinction, l'axe 5, il y a la distinction des meilleurs acteurs. Et les fiches d'évaluation sont élaborées par les chefs d'inspection. Donc vous voyez que le travail, il est fait. Maintenant, nous allons vulgariser tous ces documents d'évaluation pour que les enseignants sachent qu'ils ne sont pas seuls. Les chefs d'inspection sont là. Ils regardent, ils veillent. Et ces fiches sont déjà élaborées. Seulement, c'est que nous allons tout doucement. Il faut structurer, aller graduellement parce que nous voulons que le projet s'inscrive dans la durée. Donc, dans la durée, on n'est pas pressé. C'est pas une course de vitesse, mais c'est beaucoup plus la résistance. Donc, il faut aller graduellement et aller aussi pas à pas de tortue pour ne pas trop vous décourager aussi, il faut le dire. Donc, nous allons dans quelques mois, finaliser le règlement intérieur autour du fonctionnement des clubs santé pour que chaque enseignant encadreur, chaque proviseur, tout le comité ait une base, un document uniforme sur lequel vous allez mener vos activités pour le bien donc des élèves, de la jeunesse togolaise et de l'éducation. Merci beaucoup, docteur. C'est très, très bien. Et je vous en prie. J'aimerais poser une question. Allez-y. Pour savoir si vous avez un projet pour visiter certains clubs. Oui, dans le programme, j'ai prévu 100 établissements. Je pense avoir déjà fait 12 avec le dernier établissement visité qui est le complexe scolaire Bakita dans la région centrale, précisément dans la préfecture de Tchouadjo à Sokodé. C'est un collège des sœurs religieuses. Donc, j'ai visité, c'était très émouvant.
petit mot à l'endroit des enfants, les encourager. Donc, j'ai prévu 100 descentes dans les établissements. J'espère que l'occasion, on n'a pas encore fini la liste, arrêter la liste définitive parce que je veux pas trop me mettre la pression aussi parce que nous sommes hyper sollicités. Mais dans le programme, c'est que au moins 100 établissements où moi-même personnellement, je serai là pour m'entretenir avec les élèves, les motiver, leur dire que nous sommes là, rencontrer les enseignants, encadreurs, tant ceux qui sont engagés que ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la dynamique parce que justement, dans chaque établissement, nous exigeons dans les documents qu'il y ait au moins 3 enseignants volontaires. Au moins 3. Ils peuvent être 5, 6, 7, 10, voire l'ensemble, la totalité donc des enseignants. C'est un appel, c'est une invite. Donc, nous serons là pour appuyer les efforts qui sont faits par les encadreurs dans les établissements où nous avons les clubs santé avec le vœu ferme que dans tous les collèges et lycées du Togo, tous les établissements disposeront donc leur club santé pour le bien des élèves. Merci beaucoup pour les réponses. Étant médecin, Oui. je suis sûr que dans le passé, vous avez eu à faire des activités foraines. Et j'aimerais poser la question dans ce sens en demandant quel type d'activité foraine vous avez à proposer à la population dans les jours à venir. Alors, cette année, nous avons, vous savez, dans le cadre des activités de M-Afrique, nous avons un partenariat avec le ministère de la Santé qui exige, qui demande à ce que nous présentions le plan d'action annuel. Donc, chaque année, nous devons présenter le calendrier. Donc, cette année, nous voulons mettre en place la 4e stratégie des activités foraines de M-Afrique. Et je vais saisir l'occasion pour dévoiler cette stratégie que nous voulons nous appuyer sur la médecine traditionnelle. Tous les patients qui seront opérés gratuitement dans le cadre des activités médico-chirurgicales foraines gratuites de M-Afrique, tous ces patients doivent être vus par un médecin traditionnel. Parce que nous avons beaucoup travaillé avec les médecins traditionnels, nous les avons beaucoup sensibilisés. Nous leur avons expliqué qu'il y a certaines maladies qui ne doivent pas, qui ne peuvent pas. D'abord, qui ne peuvent pas opérer et donc ne doivent pas tenter de les prendre en charge, de les libérer. Ces femmes qui ont des fibromes, ces femmes qui ont des goitres, ces hommes qui ont des hernies, ils ne peuvent pas. Et ils savent parce qu'on leur a dit. Et pendant 5 ans, 8 ans, 10 ans bientôt, nous avons sillonné toutes les préfectures, travaillé avec ces médecins traditionnels parce qu'il faut leur tendre la main. Ce qu'ils font, c'est de la médecine. Ils touchent les gens, ils soignent les gens, mais il y a certaines pathologies, ils ne peuvent pas faire. C'est comme en médecine conventionnelle. Je parlais de ma spécialité. Donc, il y a des pathologies que moi, je peux pas prendre en charge, je peux pas opérer une hernie. Moi, je suis pas chirurgien, je suis médecin interniste. Donc, eux aussi, il y a certaines maladies qu'ils peuvent prendre en charge, mais pas toutes les maladies. Donc, ayant collaboré avec eux, nous voulons tester leur bonne foi maintenant. Leur dire que bon, maintenant que vous nous suivez aux ateliers de formation, vous êtes là, on partage le repas ensemble, vous êtes contents, nous sommes tous contents maintenant, allons à l'œuvre. C'est vrai qu'il y a certains qui réfèrent les malades, mais cette fois-ci, nous voulons encore rester focus pour implémenter cette stratégie où nous allons travailler avec les médecins traditionnels pour recenser les cas de fistule vésico-vaginale, toutes les formes de fistules d'ailleurs, pas seulement vésico-vaginale, parce qu'il y a plusieurs fistules, pour que justement ces médecins traditionnels se sentent encore plus utiles et travaillent main dans la main avec les médecins de la médecine conventionnelle. Donc nous, pour aider le système de santé à avancer pour le bien des malades, surtout qui vivent dans les villages et à mots reculés. Merci pour ces réponses détaillées. Et dans ce sens, je veux également comprendre ou bien savoir les types de propositions que vous avez à l'endroit de la population sur leur éducation en ce qui concerne les questions de la santé. Vu que les médecins traditionnels seront inclus dans les activités foraines à venir, j'aimerais savoir les types de conseils qu'on peut donner à la population pour les éduquer sur les questions de la santé. Non, pour nous, le message, il est simple et clair. Pour nous, c'est que
l'État fait des efforts pour créer les dispensaires, mettre en place des structures. Il faut que les patients visitent ces structures. Il faut que les malades aillent. C'est vrai qu'il y a un coût et nous lançons d'ailleurs l'appel à l'État, au gouvernement de travailler encore davantage pour rendre la couverture sanitaire universelle accessible donc à tous pour que l'impact, le pouvoir d'achat ne soit pas complètement anéanti dans les soins de santé des populations. Et maintenant, exhorter aussi ces médecins traditionnels à être beaucoup plus honnêtes, à reconnaître les limites et collaborer avec les acteurs de la santé, de la médecine conventionnelle pour le bien donc des populations. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, notre docteur Anou. Merci. Et merci pour les réponses à toutes mes questions. C'est un Je suis plaisir. satisfait. Merci à vous également pour ces questions pointues, détaillées. J'espère que nos téléspectateurs ont profité de ces moments. C'était pour moi quand même un très grand plaisir. Très heureux de vous avoir reçu donc dans cette émission, sur ce plateau, La Chair Rouge. Et à vous, chers téléspectateurs fidèles à cette émission, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, même heure, samedi, sur SV Docteur TV. Merci, au revoir.